financement extérieur abondant, à une situation où ce n'est plus le cas. Mais lorsque ce n'est plus le cas, on peut avoir trois cas particuliers, disons, comme débouchés de cette situation d'inflexion du cycle économique. Celle dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire la réapparition de la contrainte extérieure, des problèmes de devises ici et là, des monnaies qui se déprécient. Une situation encore plus grave et complexe qui est une crise des balances de paiement, c'est-à-dire effectivement des besoins de plans draconiens de réduction des importations, et éventuellement des éléments de contagion, disons, de cette crise au niveau des devises vers des dimensions internes, monétaires, etc., encore plus graves, même des éléments financiers. Et puis, la troisième évolution possible que la région a connue à plusieurs reprises, qui est la crise de l'endettement extérieur, où effectivement on ne peut plus honorer les engagements passés. On est dans la première configuration pour le moment, avec des pays, effectivement, dont on se pose des doutes, où il y a des questions à se poser, notamment sur le cas du Venezuela, qui a des échéances de dettes importantes cette année, et qui a effectivement des problèmes de réserve de change, et des difficultés également, aux tensions politiques importantes que tu as évoquées. Et justement, si on est dans cette première configuration des contraintes extérieures, et que ça ne va pas aussi loin pour le moment, vers d'autres situations plus compliquées, c'est parce que la période précédente a eu ces caractéristiques de désendettement, de bonne gestion macroéconomique, etc. Et que ceci était une nouveauté importante. Lorsque les choses commencent à aller moins bien ou mal, il ne faut pas oublier ce que l'on a considéré comme un atout intéressant de la région dans la période passée, et qui est une nouveauté, et qui est quelque chose, disons, de positif à préserver dans la nouvelle phase. Donc ça, c'était la première considération importante. Et je crois que le fait que ça soit médiocre ou pas, je voulais avoir cette décennie-là, ça va dépendre justement de cette évolution générale de la situation. Si le contexte international, par exemple, continue à être morose pour la région latino-américaine pendant 2, 3, 4 ans, effectivement, ça va être difficile. Mais on peut faire des scénarios, il y a beaucoup de rebondissements. La situation internationale est une situation de croissance médiocre, des problèmes, mais avec beaucoup d'oscillations. Et je dirais que dans son déploiement, la crise internationale affecte certaines régions, et puis d'autres, etc. Et donc on peut penser à une certaine correction des prix des matières premières. Donc ça va dépendre de ça. Mais semble-t-il, je voudrais avoir ta réaction sur les aspects des contextes internationaux et d'évolution des situations économiques de certains pays. Et on pourrait pousser plus loin et dire, voilà, si on fait l'hypothèse qu'il y a une crise grave dans tel ou tel pays, est-ce que la région il peut y avoir des éléments de contagion ou pas? Quels sont les maillons faibles qui pourraient apparaître? On a cité l'Équateur. L'Équateur, effectivement, est une bonne surprise. Mais n'oublions pas ses fragilités. Et la dollarisation est un problème, puisqu'on ne peut pas faire des politiques contre-cycliques. Et donc, si l'Équateur veut continuer avec ses programmes d'investissement, il va falloir qu'il lève des capitaux dans un contexte où on entre moins de dollars du fait de ces exportations pétrolières, et là, ils sont face à un problème. Bon, la bonne gestion macroéconomique aide, puisque justement, ils vont pouvoir lever des capitaux, et puis comme les marchés ont la mémoire courte souvent, et on oublie qu'il y a eu un défaut et des problèmes en 2008, il y a des liquidités à placer parfois, mais les émergents n'attirent pas comme par le passé. Donc, première observation sur ça, le fin du cycle économique et ses éventuels, et finalement, débouchés, disons, ou évolutions. Et puis, très rapidement, sur la fin du cycle politique, je mettrai avec un point d'interrogation, puisque je crois que là, effectivement, on est face au thème clé que tu as évoqué, c'est ces courants politiques de centre-gauche, progressistes, comme on peut les appeler, effectivement, ont accompagné cette phase d'expansion, et si, effectivement, elles veulent jouer un rôle dans la nouvelle phase d'inflexion et des vaches maigres, pour ainsi dire, il va falloir qu'elles se réinventent. Et cette réinvention doit tenir compte des éléments que tu as évoqués, nouvelles demandes, etc. Est-il possible ça? C'est ça une question qui me paraît très importante. Et quelle récomposition politique devrait se produire? Est-ce que, par exemple, un parti comme le PT, qui était lié à, nous connaissons l'histoire, je ne vais pas le PT, les classes ouvrières, de São Paulo, etc., et toute cette évolution initiale, et c'est logique qu'il ait fait une politique, disons, de récomposition salariale très importante dans la première étape du gouvernement de Lula, avec de nouveaux mécanismes d'indexation salariale, etc. C'est presque aussi logique qu'il ait un peu oublié les aspects productivité qui devaient aller de pair avec cette évolution pour que les pays ne subissent pas un problème de compétitivité. Mais maintenant, il faut d'autres choses. Il faut une réponse politique. Alors, pour ces nouvelles récompositions, je vais te laisser sur la table quelque chose dont on a discuté nous précédemment. Peut-être qu'il est intéressant de tenir compte des concepts
on évoquait tout à l'heure par rapport à un aspect de la question de tolérance ou intolérance des sociétés par rapport à certaines choses. Je crois que, par exemple, fruit de cette évolution des années 2000, et fruit des crises passées, parce que les sociétés apprennent, il y a une moindre tolérance à l'endettement et à la gestion publique, financière, budgétaire irresponsable en Amérique latine. C'est pour ça qu'il y avait il y a eu cette pression pour que des gouvernements soi-disant populistes, pour certains, finalement, aient été beaucoup plus rigoureux que certains gouvernements non populistes du passé. Toujours entre guillemets tout ça. La tolérance à l'égard de la pauvreté a diminué dans la région. Et dans les débats politiques que l'on a vus dans plusieurs pays, on voit que des forces traditionnellement peu inclines à parler de ces questions-là sont obligées, du fait des évolutions et des propositions de ce gouvernement de centre-droit. La tolérance à la corruption est moindre aussi, et on voit là peut-être une des raisons de ces tensions qu'il y a autour de ces sujets pendant de nombreux pays de la monde. Est-ce que la tolérance à la médiocrité va être élevée ou pas, disons? Est-ce que les demandes, toutes les demandes, criminalité, pauvreté, corruption, etc., pourront être en quelque sorte gérées dans ces contextes? Voilà donc mes quelques remarques pour compléter cette intervention. Encore une fois, très complète. Merci. Bon, comme une autre conférence dans 5 minutes. oui, non, continuons dans ce type de conférence, il y a des questions très intelligentes, difficiles à répondre. Moi, je partage l'analyse de Carlos. Je crois que dans les nouvelles conditions internationales, c'est à nouveau la contrainte externe qui réapparaît. Et ça réapparaît de façon d'autant plus forte en mettant en avant le fait que pendant les cycles exceptionnels, il y a eu un certain gaspillage. Il y a des pays qui ont laissé une partie des ressources de côté, les fonds souverains, de façon à pouvoir les utiliser pendant les périodes de vaches maigres. C'est le cas de Chili, qui a une réserve internationale importante. Il faut le dire, c'est le cas de Chili. C'est un pays qui a une position créditrice au niveau international. Le Chili investit plus dans le monde que ce que le monde investit au Chili. Si on considère les ressources internationales, les fonds souverains, tout ce qui sont les fonds de pension, on arrive à cette conclusion-là. Je crois que le Brésil, peut-être, il est dans une condition pareille. Mais ce qui est lamentable, c'est que pendant tous ces cycles exceptionnels, avec cet essor de matières premières, on n'a pas investi dans de nouvelles activités, nouveaux secteurs productifs permettant de faire face à ce processus de reprimarisation. Concernant les conditions internationales, moi je crois que il y a des choses qui constituent plutôt des tendances lourdes. Le ralentissement de la Chine, je crois que c'est une tendance lourde. Je crois qu'on n'aura pas dans les années à venir, dans les prochaines années, des taux de croissance de plus de 10%, comme on a eu dans le passé. Je crois que ça on peut l'assurer parce qu'en plus, ce sont les autorités chinoises qui le disent. Ils sont en train de changer un peu le modèle de croissance, il va y avoir une importance accrue de la consommation interne. Des choses vont changer en Chine, je crois qu'on n'aura plus de taux de croissance de 10%. Et les passages, d'une croissance de 10%, un passage à une croissance de 7 ou 6%, pour l'Amérique latine, c'est quelque chose de fatal. Ça entraîne des baisses très importantes des cours de matières premières, une baisse très importante de la demande internationale. Je crois qu'il y a une autre tendance, je crois, lourde, c'est ce qu'on appelle la normalisation financière aux États-Unis. C'est le fait que les États-Unis représentent dorénavant un marché beaucoup plus intéressant, ce qui va entraîner un certain retrait des flux financiers qui allaient vers l'Amérique latine, qui vont aller dans le sens inverse. Donc je crois que pour les années à venir, le scénario international sera un scénario beaucoup plus restrictif. Ce sera un scénario plus compliqué. Il est vrai qu'il y a des tendances qui jouent dans un sens contradictoire. Il y a la baisse des matières premières, il y a la baisse du pétrole,
Ça a des conséquences terribles pour le Venezuela. Ça a des conséquences dures pour la Colombie, pour l'Équateur. Mais c'est une très bonne nouvelle pour le Chili, qui n'a pas de pétrole. Et la baisse du pétrole, ça compense à peu près la baisse du cours des matières premières que le Chili exporte. Mais dans l'ensemble, je crois que le scénario international va être un scénario beaucoup plus contraignant. Et c'est quelque chose qui ressemble un peu à ce qui s'est passé pendant les années 30-40. C'était une contrainte externe très forte qui a obligé les pays de l'Amérique latine à faire quelque chose de différent. À cette époque-là, c'était la solution sans importation, on ne va pas faire ça. Mais il faut réinventer de nouvelles formes. C'est ce que d'autres économistes appellent un nouveau saludisme. Il faut mettre l'activité productive au centre du débat. Il faut essayer de relancer l'intégration. Si l'Amérique latine veut jouer un certain rôle au niveau international, il faut le faire d'une façon intégrée. On est 100% du PIB mondial, on est 8% de la population mondiale, on n'est pas énorme. Même le Brésil ne veut pas réussir tout seul, les autres pays encore moins. Donc, je crois qu'on est dans une période très compliquée parce qu'il y a des défis qui sont très exigeants du point de vue des conditions que peuvent les faire avancer. Et une situation politique très tendue. Mais peut-être que c'est justement dans ces conditions difficiles qui s'est créé les forces et l'énergie permettant d'aller vers l'avant. Puis, pour les questions politiques, les réformes politiques dont parlait Carlos, je crois qu'elles sont nécessaires, mais elles ne sont pas inévitables. C'est ça le problème. On peut très bien passer 2, 3, 4, je ne sais pas, une décennie en essayant de faire des réformes, mais en ne réussissant pas. On parlait tout à l'heure du cas de Chili, je crois qu'il peut y avoir au Chili une sortie par le haut, je l'espère. Peut-être qu'en Argentine,